Voilà plus de 10 ans que les événements du 11 septembre 2001 ont eu lieu à New York. Cette tragédie a laissé derrière elle des milliers de personnes en deuil et une nation traumatisée. Beaucoup de gens formidables sont morts ce jour-là. Mais il y a une autre version du 11 septembre. C'est l'histoire de 6000 personnes qui ont réussi à fuir la tour nord du World Trade Center en moins de 2 heures. J'aurais dû mourir, c'était fini. C'est l'histoire d'une évacuation conduite non pas par des policiers ou des pompiers, mais par des citoyens ordinaires au service des autres. Peu importait votre couleur de peau, votre ethnie ou votre religion, on s'entraidait. Parmi ces héros ordinaires, 2 hommes se sont démarqués. Ils savaient qu'ils devaient monter et non pas descendre. Ils formaient une équipe. Voici l'histoire de Frank DeMartini et Pablo Ortiz, qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres. Je dois la vie à Frank et Pablo. 1 minute. À New York, le 11 septembre 2001, c'est l'heure de pointe comme tous les jours. Parmi les banlieusards qui se rendent au travail, il y a Frank DeMartini, accompagné de sa femme Nicole. Le matin du 11 septembre, nous nous sommes rendus au travail en voiture, ce qui n'était pas dans nos habitudes. On a pris la voiture parce qu'on avait des meubles à aller chercher. On a déposé les enfants à l'école et on est allé au travail. Je me suis même disputée avec Frank à propos des embouteillages. Il avait une conduite sportive. Frank et Nicole vivent avec leurs 2 enfants dans le quartier de Fort Greene, à Brooklyn. Frank n'a jamais pensé qu'il avait quelque chose de plus que les autres. C'était un homme ordinaire, un homme comme tout le monde. Il s'entendait aussi bien avec le type qui lui cirait les chaussures qu'avec son patron. Frank travaille au 88e étage de la tour nord du World Trade Center. C'est parfait. En tant que maître d'œuvre de l'autorité portuaire, il est en charge d'un espace de travail de 1,2 km². J'ai décidé de monter à son étage, de prendre un café avec lui avant de commencer la journée et de dire bonjour à son équipe. On était au bureau, on prenait un café et on parlait de choses et d'autres. Et c'est à ce moment-là que l'avion s'est crashé au-dessus de nous. À 8h46, le vol 11 d'American Airlines en partance de Boston et en direction de Los Angeles s'écrase dans la tour nord, entre le 93e et le 99e étage. Pour ceux qui se trouvent entre ces étages et ceux qui se trouvent au-dessus, il n'y a pas d'issue. Mais pour ceux qui se trouvent 5 étages en dessous du point d'impact, la vie tient à un fil. Ils sont dans une zone critique, très proche du brasier et très loin du sol. Les secours n'atteindront jamais ces étages. Les gens qui s'y trouvent sont complètement livrés à eux-mêmes. La tour nord s'écroulera dans 102 minutes.
Au 88e étage, 15 mètres sous la zone d'impact, c'est la confusion, mais pas la panique. Ça va, Jerry? C'était quoi? Aucune idée. Tout le monde va bien? Frank et ses 30 collègues ignorent que le gratte-ciel vient d'être touché par un avion rempli de passagers pris en otage par des terroristes. On a pensé qu'une explosion devait avoir eu lieu au-dessus de nous. On ne savait pas ce qui s'était passé. Ça me serait pas venu à l'idée qu'un avion se soit écrasé dans le bâtiment. Ce genre de choses n'arrive pas quand le ciel est si dégagé. Tout le monde va bien? Aucun blessé? L'atmosphère est tendue. Mais les personnes présentes sont loin d'imaginer ce qu'elles vont découvrir dans le couloir. Seule, près de l'ascenseur, se tient une femme grièvement brûlée. C'est Hélène Duke, une secrétaire de l'autorité portuaire de 49 ans. Quand l'avion s'est écrasé, un mur de flammes s'est répandu dans l'ascenseur où se trouvait Hélène, brûlant tout sur son passage. Ses cheveux fumaient encore et elle déambulait comme un zombie. Ses vêtements étaient en lambeaux. Ses lunettes avaient été emportées. J'étais sous le choc. Je ne la reconnaissais pas. C'est là que tout le monde comprend que quelque chose de très grave est en train de se produire. C'est quand j'ai regardé son bras, sa peau partait en lambeaux, que j'ai compris ce qui s'était passé. Une minute. Gardez votre calme. Un homme prend la situation en main. C'est le maître d'œuvre, Frank DeMartini. Pablo, prends les radios. Frank est arrivé. Je ne sais pas trop d'où, mais il avait l'air de savoir tout de suite ce qu'il fallait faire. Gardez votre calme. Jerry, prends les plans du bâtiment, on va décider de ce qu'on va faire. J'ai jamais vu Frank paniquer. Il était en totale maîtrise. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il faut descendre. C'était Frank tout craché. Il prenait les choses en main en cas de problème. Bon, t'as essayé la sortie C? Frank a détendu l'atmosphère. Tout le monde avait une confiance aveugle en lui. On savait qu'il nous sortirait de là sain et sauf. On en était persuadés. Je veux que vous alliez tous dans ce bureau. Frank réunit tout le monde dans un grand bureau et leur dit d'attendre là. Écoutez, restez calmes et attendez ici. On s'est tous réunis dans le bureau d'Alan Rees. C'était le directeur de la boutique du World Trade à l'époque. Et on s'est assuré que tout le monde allait bien. On a essayé de reprendre nos esprits. Je crois qu'on n'avait pas les idées claires quand c'est arrivé. On est au 88e étage, on ne peut pas sortir. Frank utilise le système radio de l'autorité portuaire pour alerter ses collègues à l'extérieur. 7-7, on a quelqu'un qui a besoin d'une assistance médicale. Mais les fréquences radio sont surchargées. C'est la panique. Où vous trouvez-vous? Au 88e étage. Frank essaie de trouver une solution, mais il ne sait pas encore à quel point la situation est critique. L'impact a provoqué une énorme onde de choc qui s'est répandue dans tout le bâtiment, détruisant 2 des 3 escaliers de secours, les escaliers A et B. Au 88e étage, le couloir qui mène à la 3e issue de secours, l'escalier C, est inaccessible à cause des débris. Frank, sa femme Nicole et ses collègues sont bloqués au 88e étage. En tant que maître d'œuvre, Frank connaît le bâtiment comme personne. Et il compte bien trouver une issue. Mais les gens du 88e étage ne sont pas les seuls à être prisonniers. Aux étages supérieurs, beaucoup sont piégés juste en dessous du brasier.
Dans les 90 minutes à venir, les vies de ces gens seront liées, pour toujours. « 11 septembre 2001, 8h56. Cela fait 10 minutes qu'un avion rempli de passagers s'est écrasé dans la tour nord du World Trade Center. Dans 92 minutes, la tour nord va s'effondrer. Au 88e étage, seulement 5 étages en dessous de la zone d'impact, 30 employés de l'autorité portuaire sont bloqués. Ils ignorent ce qui s'est passé et la seule issue vers l'escalier de secours est obstruée par des débris. Ils comptent tous sur le maître d'œuvre Frank DeMartini pour trouver un moyen d'évacuer l'étage. Dans les bureaux se trouve aussi Nicole, la femme de Frank. Frank était très têtu. Il ne se décourageait jamais. On aurait pu le comparer à un pitbull. Une fois qu'il avait mordu quelque chose, il ne lâchait pas. Alors que le feu se propage dans les étages supérieurs, une fumée toxique envahit l'air. Il devient encore plus urgent d'évacuer les lieux. L'un des plus fidèles lieutenants de Frank, Pablo Ortiz, directeur de chantier, est le premier à réagir. Pablo a donné un coup de main en vérifiant que toutes les portes étaient bien fermées pour ne pas que la fumée passe au travers. Je sais que Pablo a fait le tour de l'étage pour s'assurer qu'il n'y avait plus personne. Je l'ai vu. La présence d'esprit de Pablo n'étonne pas Maureen, son ex-femme, et mère de leurs 2 enfants. Pablo était perfectionniste au travail. Il connaissait chaque porte, chaque ascenseur. Au bureau, il était tout entier à son travail. « 15 minutes ont passé depuis le crash du vol 11 et la tension monte. À ce moment-là, on était tous réunis dans le bureau du directeur en train d'attendre. Je crois que j'étais un peu sous le choc, comme tout le monde. On se posait des questions. On ne comprenait pas ce qui se passait, c'était effrayant. Comme si ça ne suffisait pas, la secrétaire Hélène Duc est grièvement brûlée et a besoin d'une assistance médicale de toute urgence. Frank DeMartini cherche toujours un moyen d'évacuer l'étage. Il a découvert que 2 des escaliers de secours étaient bloqués, mais il semble que le 3e, l'escalier C, soit empruntable. Frank va annoncer la nouvelle aux autres. Bon, j'ai trouvé une issue. Je veux que vous sortiez tous et que vous empruntiez ce couloir jusqu'à l'escalier C, d'accord ? Quand Frank est revenu, il nous a dit qu'ils avaient trouvé une issue. Il fallait escalader des débris et le suivre, tout simplement. Doucement, pas de panique. S'il n'avait pas été là, je crois qu'on serait tous restés dans ce bureau dans l'espoir qu'on viendrait nous sauver. S'il n'avait pas pris les choses en main et organisé notre évacuation du 88e étage, je ne crois pas que beaucoup d'entre nous auraient survécu. Les 30 collègues de Frank et sa femme commencent à se diriger vers la sortie. Nicole pense que son mari va suivre. Tout un groupe est en train d'évacuer le 88e étage. Mais Frank hésite. Doucement. C'était son caractère. Il arrivait à se concentrer totalement sur une tâche. Il ne prêtait pas attention au reste. Il devait sauver ces gens, et c'est tout ce qui comptait.
La dernière chose qu'il m'a dite, c'est « J'arrive, je te suis ». Mais Frank ne la suit pas. Il décide de fouiller le reste du 88e étage pour s'assurer qu'il ne reste plus personne. Pablo Ortiz se porte volontaire pour l'accompagner. Et cela prend du temps. Chaque étage est un véritable labyrinthe de bureaux qui s'étale sur plus de 1000 mètres carrés. Y a quelqu'un? Après une fouille complète, ils sont sûrs que tout l'étage est évacué. Mais ce que Frank et Pablo ignorent, c'est qu'à quelques mètres d'eux, au 89e étage, des dizaines de personnes attendent d'être évacuées. Parmi elles, il y a l'avocat fiscaliste Rick Bryan. Les alarmes incendie hurlaient. Une dizaine de personnes se disputaient pour savoir s'il fallait évacuer, quitter les bureaux ou trouver un moyen de sortir du World Trade Center, ou bien attendre des directives officielles. Moi, je pensais qu'il valait mieux rester là et attendre que quelqu'un nous dise quoi faire. Lors des exercices d'alerte incendie au sein du World Trade Center, si l'alarme incendie retentit, les employés sont formés pour ne pas quitter leur bureau et attendre les instructions diffusées dans les haut-parleurs. Ce que Rick et ses collègues ignorent, c'est que le crash a détruit tous les haut-parleurs. La fumée avait envahi l'étage. Nous ne pouvions plus attendre que quelqu'un nous donne des instructions. Il fallait évacuer. Ils décident de prendre les choses en main et de se diriger vers l'issue de secours qui mène à l'escalier C. J'étais en tête de cortège. Tout le monde me suivait et c'était un peu « Eh ho, on rentre du boulot ». J'ai posé ma main sur la poignée de la porte de l'issue de secours et j'ai poussé la porte de l'épaule, comme je l'avais fait des milliers de fois. Mais la porte était bloquée. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Quand l'avion s'est crashé, l'impact a été si violent qu'il a ébranlé le bâtiment, bloquant ainsi les portes de l'escalier C au 89e étage. Il ne reste plus que 87 minutes avant l'effondrement de la tour nord. Mais Rick et ses collègues ne sont pas les seuls à être piégés au 89e étage. De l'autre côté de la tour nord, là où l'avion s'est écrasé, d'autres employés ont des ennuis. Thomas Haddad travaillait au 89e étage comme graphiste. En aussi peu de temps qu'il faut pour appuyer sur un interrupteur, tout le bureau s'est effondré. J'étais dans l'embrasure de la porte. Nous étions 5 au bureau et tous en ligne à ce moment-là. Et j'ai compris que si l'un d'entre nous s'était trouvé 1 mètre plus loin à gauche comme à droite, il serait probablement mort aujourd'hui. En état de choc, Thomas et ses collègues se faufilent pour évacuer leur bureau en feu. Le 88e étage est totalement évacué. Pendant ce temps, après avoir évacué le 88e étage,
Frank DeMartini et Pablo Ortiz s'apprêtent à rejoindre leurs collègues et Nicole, la femme de Frank, pour une longue descente à pied jusqu'au rez-de-chaussée. J'espérais qu'il me suivait. Je ne savais pas s'il me suivait bien, mais je l'espérais. C'est alors que quelque chose attire l'attention de Frank. Quelqu'un tape contre une porte de secours. Et le son semble venir de l'étage supérieur. Tu entends? Va chercher l'engrenage. Mac Hanna travaillait aussi pour Frank au 88e étage, et tout comme Pablo, il a décidé de rester pour apporter son aide. C'est Frank qui a pris la décision de monter. Moi, je lui ai dit qu'il ne fallait pas monter, que c'était très dangereux. Mais il nous a convaincus d'y aller. Ici le maître d'œuvre. Pendant que des centaines de personnes descendent les escaliers pour se mettre à l'abri, Frank décide de monter les étages. Il faut monter. Ouais, on monte aux étages supérieurs. En cela, ce n'était pas un homme comme les autres. Il a pris la décision de monter au lieu de descendre. Et ça faisait partie de sa personnalité. C'est pour ça qu'il est monté. C'était plus fort que lui. Il fallait qu'il le fasse. Au 89e étage, les vies de Rick, Thomas et 20 autres personnes ne tiennent qu'à un fil. Bientôt, ils ne pourront plus respirer. Il ne reste plus que quelques minutes avant que la tour nord ne s'effondre. Le temps est compté. Le ton de sa voix m'a surpris. C'était comme si on n'allait plus jamais se reparler, parce que j'allais mourir. Il est 9h02. Cela fait 16 minutes que le vol 11 s'est écrasé sur la tour nord du World Trade Center. Elle va s'effondrer dans seulement 86 minutes. Au 89e étage, seulement 4 étages en dessous du point d'impact, 23 personnes sont bloquées. La porte de secours menant à l'escalier C, la seule issue restante, ne s'ouvre pas. Rick Bryan et ses collègues sont sortis des bureaux enfumés et se sont regroupés dans les bureaux du cabinet d'avocats Drinker, Biddle & Reese, où l'air est plus respirable. Tout ce qu'ils peuvent faire à présent, c'est s'asseoir et attendre les secours. Sans télévision et sans radio, ils ne connaissent pas l'étendue des dégâts dans la tour nord. Mais les téléphones fonctionnent encore. Les téléphones du cabinet d'avocats n'arrêtaient pas de sonner. La réceptionniste n'était pas à son poste, donc je me suis assis à son bureau et j'ai commencé à répondre au téléphone. Drinker, Biddle & Reese, j'écoute. C'en était presque comique. Je me souviens avoir pensé à l'absurdité de cette scène. Le bâtiment était quand même en feu. Drinker, Biddle & Reese, j'écoute. Et tout à coup, j'ai eu une femme au téléphone. Elle disait être une associée du cabinet Drinker, Biddle & Reese. On a un peu discuté. Apparemment, elle savait ce qui se passait. Et en gros, elle m'a dit de faire de mon mieux. Et la conversation s'est arrêtée là. D'accord. Merci. Mais ce qui m'a marqué, c'est le ton de sa voix. C'était comme si elle me disait qu'on ne se reparlerait plus et que j'allais mourir. La vérité éclate au visage de Rick.
Si personne ne vient leur porter secours, lui et ses collègues ne survivront pas. Mais ils ignorent que Frank DeMartini, Pablo Ortiz et Macana sont déjà en route. De l'autre côté du 89e étage, Thomas Haddad et ses collègues se sont réfugiés dans les bureaux d'une société voisine. Ils sont soulagés d'être à l'abri. Mais ils comprennent bientôt que, tout comme Rick et ses collègues, ils sont bloqués derrière les portes de l'escalier C. Pourtant, ils ignorent l'étendue de la catastrophe qui vient de se produire autour d'eux. Il y avait l'électricité, tout fonctionnait. Quelqu'un est allé dans un bureau pour prendre une radio et il l'a mise au centre de la pièce. Nous avons un témoin en ligne. Thomas espère que la radio va rassurer les gens. Mais ce qu'ils entendent est tout sauf rassurant. Des témoins nous rapportent avoir vu un avion en plein vol percuter la tour. Ils sont tous sidérés en apprenant qu'un avion s'est écrasé dans la tour. J'étais plutôt soucieux. C'est à ce moment-là que nous avons compris que la situation était sérieuse. Mais le pire est à venir. Je suis certain que le système d'arrosage automatique du World Trade Center s'est mis en route. À 9h03, le vol 175 de United Airlines s'écrase dans la tour sud, 17 minutes après le crash du premier avion. Un deuxième avion vient de s'écraser? Dans la première tour. L'autre tour? Oui, il a foncé dessus. Ça fait comme des confettis. On voit des débris voler autour de la tour sud. On a vu une explosion. Il fallait couper cette radio. Après ça, on savait que le deuxième bâtiment était touché. Et c'était volontaire. C'était un acte de guerre. Alors que des milliers de personnes sont victimes de la pire attaque terroriste de l'histoire des États-Unis, le temps est compté pour ceux qui sont bloqués sous la zone d'impact dans la tour nord. Ces deux tours ne seront plus qu'un amas de gravats dans seulement 83 minutes. Je récapitule. À 8h45 environ, le premier avion s'est écrasé. Nous recevons des appels de témoins qui nous disent avoir vu le crash du premier avion et celui du deuxième 18 minutes plus tard. Selon un rapport du FBI, ces avions auraient été détournés avant de s'écraser ce matin. C'est tout ce que nous savons sur ce possible détournement d'avion. Pour les 23 personnes, dont Rick Bryan, avocat fiscaliste, et Thomas Haddad, graphiste, qui sont bloqués au 89e étage de la tour nord, la situation se complique. Non seulement la porte donnant sur l'issue de secours refuse de s'ouvrir, mais la fumée de l'incendie commence aussi à envahir tout l'étage. La situation est critique. Mais les secours arrivent. C'est là. Frank, Pablo et Mac ont entendu des cris et sont en train de monter à l'étage supérieur. Alors que les secondes s'écoulent, ils ne parviennent pas à ouvrir la porte. C'est bloqué. À un moment, j'ai entendu taper de l'autre côté de la porte.
On vient vous chercher. Accrochez-vous. Il y a des gens de l'autre côté. Frank comprend alors qu'il y a peut-être un autre moyen d'ouvrir la porte. Tu as un pied de biche? Oui, au bureau. Ok, super. Le mur autour de la porte n'est pas en béton ou en acier, mais en plâtre. Si la porte refuse de s'ouvrir, peut-être que le mur cédera. Ça a fait boum. Ils ont fait un trou de la taille d'un poing dans le mur. Et j'ai tout de suite mis ma tête dedans pour voir qui était de l'autre côté. Et à ce moment-là, quand j'ai mis ma tête dans le trou, un autre type a fait la même chose de l'autre côté. Et on s'est retrouvés face à face, presque nez à nez. Est-ce que ça va? Pas de blessés? Oui, ça va. On arrive, ne vous inquiétez pas. Reculez. 89e étage. Oui. Essaie de ce côté. Le fait de casser le mur débloque la porte. Tout le monde peut maintenant commencer à descendre les milliers de marches pour atteindre le rez-de-chaussée. 15 à 20 personnes. Grâce à Frank, Pablo et Mac, d'autres personnes ont au moins une chance d'en sortir vivants. J'ai passé la porte grâce à ce type dont j'ai appris le nom plus tard. Frank DeMartini. Je lui ai juste dit merci. Et d'un geste de la tête, il a répondu de rien. Et j'ai commencé à descendre les marches. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Au lieu de suivre Rick et ses collègues, Frank et Pablo restent pour fouiller l'étage. Makana s'est comporté en héros le 11 septembre. Il a aidé un homme âgé à descendre les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. Mais selon lui, ce sont Frank et Pablo les vrais héros. Ils se sont sacrifiés pour aider les autres. C'est un acte généreux. Ils n'ont pas pensé à eux. Pour moi, Frank DeMartini et Pablo Ortiz sont de vrais héros. L'incendie en haut de la tour nord continue de s'étendre, affaiblissant la structure du bâtiment. Pendant ce temps, de l'autre côté du 89e étage, le graphiste Thomas Haddad et les autres attendent désespérément les secours. J'ai laissé des messages à ma femme. Je savais qu'elle était à la salle de sport et non pas au bureau. Alors j'ai laissé 4 messages. Ma voix était de plus en plus fébrile. Je me suis dit que j'allais t'appeler. Je voulais juste lui parler. Je t'aime. On commençait à être envahis par l'émotion. Des gens pleuraient, d'autres étaient bouleversés. Je me sentais seul. Alors qu'il y avait 10 personnes autour de moi. C'était bouleversant. Et à ce moment-là, personnellement, j'ai baissé les bras. On va passer par cette porte. Tout va bien se passer. Quand j'ai vu leur visage, et je m'en rappelle comme si c'était hier, je me suis dit, allez, on va sortir de là. En gros, je dois la vie à Frank et Pablo. Ils sont mes héros. C'est grâce à eux que j'ai pu continuer à vivre.
On a suivi ces deux hommes jusqu'à la porte menant à l'escalier. J'étais le dernier au 89e étage. Et ces deux hommes de l'autorité portuaire se tenaient devant l'escalier. Tout le monde avait commencé à descendre les marches, et eux, ils nous regardaient descendre. Et ensuite, l'un d'eux s'est tourné vers l'autre et a dit « Non, non, on remonte. Je crois qu'il y a d'autres personnes plus haut. » On fait quoi? Ouais. Ça semble fou. Surtout qu'on savait qu'après avoir quitté le 89e étage, on ne pourrait plus y accéder. L'incendie se propageait à toute vitesse. Malgré le feu et la fumée toxique, Frank et Pablo décident de monter plus haut dans la tour nord dans l'espoir de trouver des survivants. Ils se trouvent maintenant à seulement 10 mètres sous la zone d'impact. Et ils n'imaginent pas ce qui les attend. C'est la peur qui règne ici au World Trade Center. 2 avions se sont écrasés dans les tours à quelques minutes d'intervalle. Le premier s'est écrasé à 8h15. Nous sommes le 11 septembre 2001. Et il est 9h11. Dans la tour nord, plus de 50 personnes travaillant au 88e et 89e étage descendent lentement les escaliers. Ils doivent tous cette chance de survivre à Frank DeMartini et Pablo Ortiz. Ils sont à 300 mètres du sol et doivent descendre plus de 2000 marches pour rejoindre le rez-de-chaussée. Mais cela se fait dans le calme. Une fois dans l'escalier, on s'est cru en sécurité. Notre calvaire était terminé. Tout le monde gardait son calme. On s'inquiétait de la santé des autres. La plupart des gens ignorent ce qui s'est passé. Et l'avocat fiscaliste Rick Bryan aussi. Je ne sais pas pour quelle raison, mais Nathan était le seul à avoir du réseau. Le signal était faible. On était en train de descendre l'escalier et à un moment, au hasard d'un virage à droite ou à gauche, il a réussi à appeler sa femme, Shelley. J'ai appelé ma femme pour lui dire que j'allais bien. J'étais dans la cage d'escalier et elle m'a dit de continuer à descendre, de ne pas m'arrêter. Je sentais la panique dans le ton de sa voix. Elle était en train de regarder les infos et elle savait ce qui se passait. Alors que moi, non. Je sentais cette panique, cette angoisse dans sa voix. Et je lui ai demandé ce qui se passait. Et dans un style télégraphique, elle a répondu « Un avion rempli de passagers s'est écrasé dans le bâtiment. C'est une attaque terroriste. Dépêche-toi de descendre. » Au début, quand Nate m'a dit ça, je n'y ai pas cru. Ça me semblait impossible. Il avait du mal à comprendre ce que sa femme avait dit. Le réseau était brouillé. Et puis, vous savez, Nate, qui est un super type, un de mes meilleurs amis, est commercial. Il s'est baratiné, c'est son travail. Les commerciaux racontent des histoires incroyables. Ils exagèrent. Je pensais qu'il brodait autour d'une information qu'on lui avait donnée. Personne ne peut imaginer que le bâtiment risque de s'écrouler d'une seconde à l'autre. Plus le groupe descend, plus la tension monte. On était serrés comme des sardines. Si l'un de nous avait craqué, si l'un de nous avait paniqué, il y aurait eu danger. Il y aurait eu un mouvement de foule. Et beaucoup auraient été blessés puisqu'il n'y avait pas de possibilité de sortir. Les gens du 88e étage, le premier groupe libéré par Frank et Pablo, descendent l'escalier depuis maintenant 10 minutes. Parmi eux, il y a Nicole, la femme de Frank, qui espère toujours que son mari ferme la marche. Frank refusait de descendre avec moi.
Il voulait d'abord s'assurer que tout le monde avait évacué les lieux. Je savais qu'il serait le dernier à partir. Oui, c'était dur. Mais certaines personnes se déplacent moins vite que les autres. C'est le cas de Judith Reese, la secrétaire de Frank. Judith souffrait d'asthme, donc elle avait beaucoup de mal à respirer à cause de la fumée et de la situation elle-même. Elle était un peu en surpoids. Entre ça et l'asthme, elle avait du mal à marcher. On pouvait lire la peur sur son visage. Elle souffrait car elle manquait d'air. Elle essayait d'avancer et elle savait qu'elle ralentissait le groupe. Sans doute galvanisés par l'héroïsme de Frank et Pablo, des collègues de Judith refusent de l'abandonner. On a continué à descendre, mais en prenant notre temps. On savait qu'on arriverait en bas. On serait simplement les derniers. Les gens s'entraidaient, faisaient attention à leurs voisins, que ce soit un inconnu ou non. Les gens s'entraidaient. En règle générale, les Américains sont connus pour ne pas être très tactiles. Mais à ce moment-là, toutes les barrières sont tombées. Et on n'hésitait pas à tendre la main à son voisin ou à mettre son bras autour de ses épaules parce que ça allait de soi à ce moment-là. Rick Bryan et ses collègues du 89e étage, le deuxième groupe libéré par Frank et Pablo, avancent également doucement. Ils sont ralentis par la foule qui envahit la cage d'escalier. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais on pense qu'environ 6000 personnes ont tenté d'évacuer la tour nord du World Trade Center le 11 septembre. Non seulement la cage d'escalier était étroite, mais en plus elle était noire de monde. Les gens qui descendaient formaient deux files. Et à un moment, une porte s'est ouverte et des gens ont commencé à arriver sur le palier pour descendre les escaliers. La porte s'est ouverte devant moi, donc j'ai tout naturellement tenu la porte aux autres. Et là, j'ai vu que le nombre de gens qui arrivaient dans la cage d'escalier était bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Une question m'a traversé l'esprit. Fallait-il continuer à tenir la porte par politesse ou fallait-il continuer à descendre? Et alors que je suis en train d'hésiter, je regarde les gens qui étaient dans la même file que moi. Et je vois qu'ils sont tous en train de me fixer et de se demander si je vais continuer à tenir la porte ou si je vais avancer pour que ceux qui sont derrière moi puissent continuer à descendre. Il fallait que je me décide. Alors j'ai fait le choix de rester et de tenir la porte jusqu'à ce que tout le monde soit sorti. Il y a de plus en plus de monde dans les escaliers. Thomas Haddad et ses collègues, le troisième groupe libéré par Frank et Pablo, n'ont descendu que 7 étages sur les 89 lorsqu'ils apprennent qu'ils ne pourront pas aller plus loin. Ceux qui nous devançaient ont commencé à remonter les marches. Et j'ai entendu quelqu'un dire qu'on ne pouvait plus passer. Dans l'impossibilité d'avancer, le groupe décide de couper par le 82e étage et espère ainsi emprunter l'un des 2 autres escaliers de secours. Mais ils se retrouvent alors en danger. Cet étage était bien plus touché que les étages supérieurs. Les murs s'étaient écroulés. La fumée était épaisse et tout était en feu. Il fallait enjamber les débris.
La fumée était si épaisse. Et les néons n'arrêtaient pas de s'éteindre et de se rallumer. On était déboussolés. Il y avait des flammes tout autour de nous. C'était vraiment terrifiant. Aveuglé par l'épaisse fumée, Thomas s'égare et perd son groupe de vue. J'étais pétrifié par la peur. Galvanisés par le courage de Franck et Pablo, ceux qu'ils ont sauvés se trouvent animés d'une bravoure héroïque. Et alors que Thomas se croit définitivement perdu, il voit sa collègue Sabrina se frayer un chemin dans l'épaisse fumée pour le secourir. Quand j'ai été séparé des autres, je me suis senti désespéré. Vous avez déjà vu un enfant qui perd ses parents? C'est probablement la peur la plus profonde qu'on puisse ressentir. Alors, quand elle a pris ma main, c'était fantastique. C'était un sentiment d'amour. Le groupe se fraye péniblement un chemin à travers la fumée en s'éclairant grâce à un téléphone portable et rejoint une autre issue de secours. Le jeu en valait la chandelle. Après une marche périlleuse à travers les bureaux en feu, ils découvrent que l'issue de secours est empruntable. Après avoir descendu un étage, je me suis dit que tout allait bien se passer. Le calvaire était terminé et il ne nous restait plus qu'à descendre ces 82 étages. Des milliers de personnes descendent les escaliers. À cause de l'incendie et de la fumée épaisse, les hélicoptères ne peuvent pas se poser sur le toit. Les pompiers peinent à avancer et montent lentement les étages du bâtiment. Chacun d'eux porte 27 kilos d'équipement sur le dos et tente de se frayer un chemin dans la marée humaine. Votre attention! Par ordre de la municipalité, tous les pompiers et policiers qui ne sont pas de service sont appelés en renfort. Plus que jamais, il semblerait que le seul espoir qu'il reste à ceux des étages supérieurs soit Franck et Pablo. Mais alors que les deux hommes approchent de la zone d'impact, la fumée s'épaissit et le feu les entoure. Ça va aller? Afin de dégager l'issue de secours pour les survivants encore présents dans le bâtiment, ils utilisent les tuyaux à incendie pour éteindre les flammes. Chris Egan travaillait au 90e étage de la tour nord, 3 étages en dessous du point d'impact. Au début, Chris et ses collègues n'ont pas bougé et ont obéi aux consignes de sécurité incendie du World Trade Center. Mais alors que les flammes et la fumée se propagent, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus attendre. Je me suis dit, bon, de toute évidence, c'est grave, on ne peut pas rester ici. Il faut sortir d'ici. Alors, j'ai saisi un extincteur. La fumée était épaisse dans le couloir. Mais on pouvait au moins essayer d'éteindre les flammes pour rejoindre les escaliers. On est arrivé devant la cage d'escalier. Bien sûr, l'adrénaline monte. J'ai un extincteur dans une main. Et sur ma gauche, je vois 2 hommes qui montent au 91e étage et qui utilisent les lances à incendie. C'est bien, continuez à descendre. Je n'avais pas vu qu'il y avait de l'eau. Donc, quand j'ai posé le pied sur la première marche, j'ai descendu les suivantes sur le dos. Cramponnez-vous. Il y avait un homme debout là où j'étais tombé. Il m'a dit de lâcher l'extincteur et d'avancer. Toutes les preuves indiquent que les 2 hommes que Chris a vus étaient Franck DeMartini et Pablo Ortiz. Ils venaient d'évacuer les 88e et 89e étages et de sauver la vie de 53 personnes. Mais Franck et Pablo ne sont pas encore prêts à descendre.
Il se trouve maintenant 3 étages en dessous de la zone d'impact. Il fait chaud et sombre. Ils ont du mal à respirer. Accrochez-vous l'un à l'autre. Frank et Pablo combattent les flammes, dégagent la cage d'escalier jusqu'au 91e étage et permettent à un autre groupe de 18 personnes d'évacuer. Parmi eux se trouvent Mike McQuaid et Anthony Vangeli, tous deux électriciens. On voyait la fumée. Elle était noire et elle a commencé à descendre. Et elle était épaisse, on aurait dit de la barbe à papa. C'est ça. Ou de la fumée de plastique brûlé. Comme de la suie. Quand je vois les images à la télévision, ça me perturbe. Parce que j'y étais. Nous y étions, mais on n'a rien vu de tout ça. J'ai essayé d'appeler ma femme. Un instant, s'il vous plaît. Bon, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit que j'essayais de sortir de là. On a eu de la chance, vous savez. On a eu de la chance, c'est tout ce que j'ai à dire. Dieu veillait sur nous. Et on est toujours en vie. Attends. Pendant 30 précieuses minutes, Frank DeMartini et Pablo Ortiz n'ont pas pensé une seconde à leur propre sécurité et ont risqué leur vie pour sauver plus de 70 personnes. On est au 91e étage. On dirait que l'accès est bloqué. Qu'est-ce qui a poussé ces deux hommes, a priori comme les autres, mariés et pères de famille, à risquer ainsi leur vie? Frank était un homme très droit. Il savait différencier le bien du mal. Oui, on peut dire que c'était une sorte de justicier. Il fallait qu'il contrôle tout. C'est vrai. Je ne pense pas qu'il se soit dit « J'en ai déjà assez fait, c'est à mon tour de sortir ». Il fallait qu'il termine le boulot. C'était pas fini, il restait quelqu'un là-haut. Donc il fallait qu'il aille sauver la vie de cette personne. C'est tout. Pablo était dans la Navy de 1970 à 1976. Et je crois que la guerre du Vietnam a vraiment changé sa vie. Il a beaucoup souffert de voir tant d'hommes mourir et de ne rien pouvoir y faire. Alors cette fois-ci, il n'était pas question pour lui d'abandonner qui que ce soit. Il ne voulait pas reproduire ce qui s'était passé au Vietnam. Je crois que l'escalier C est bloqué. Plus de 1300 personnes sont encore bloquées dans les 20 étages au-dessus. Et même Frank et Pablo ne parviennent pas à passer. L'accès est bloqué par des débris, des flammes et de la fumée. Y a quelqu'un? Allez, on y va! Ils se trouvent à présent au 91e étage. Aux étages supérieurs, personne ne survivra. Ils commencent enfin à descendre. Mais la mission de Frank et Pablo n'est pas encore terminée. Les tours jumelles du World Trade Center ont été conçues pour être les plus grandes au monde, avec leurs 110 étages. Une véritable ville surplombant la Terre. Une nouvelle invention a favorisé le succès des tours, le Sky Lobby. On appelle le 78e étage du World Trade Center le Sky Lobby. C'est l'étage où les ascenseurs express s'arrêtent. Et les ascenseurs standards prennent le relais du 78e étage jusqu'aux plus hauts étages du bâtiment. C'est un étage où les gens attendent pour emprunter un autre ascenseur. Donc souvent, ils en profitent pour admirer la vue de New York. C'est spectaculaire. On ne peut pas passer à côté. Le 11 septembre,
Les personnes qui évacuaient les plus hauts étages pensaient qu'ils seraient en sécurité une fois arrivés au Sky Lobby. Et de là, ils espéraient pouvoir prendre un ascenseur express jusqu'au rez-de-chaussée et sortir du bâtiment. Quand Rick Bryan et ses collègues arrivent au Sky Lobby, ils pensent donc que le pire est derrière eux. Mais ils se trompent. Le magnifique Sky Lobby n'est plus qu'un tas de ruines. Le 78e étage, qui était autrefois un magnifique lieu très spacieux, était ravagé. Les murs s'étaient écroulés. Il y avait des trous au plafond. Les portes des ascenseurs avaient été détruites. Il était plongé dans l'obscurité. Allez, avancez! Aveuglé par la fumée, Rick se perd et se sépare de ses collègues. J'étais pétrifié, mort de trouille. Thomas Haddad et ses collègues ne sont pas très loin. Quand on est arrivé au 78e étage, l'escalier avait été endommagé. On était encore dans la cage d'escalier, mais sur un palier. Et ce palier faisait toute la largeur du bâtiment. Alors on a traversé, et c'était comme marcher presque tout un pâté de maison, mais à l'intérieur d'un bâtiment. Et quand je suis arrivé au bout du couloir, sur la gauche, j'ai vu une issue de secours qui menait au rez-de-chaussée. Et devant nous, il y avait 2 portes blindées. Sur l'une des 2 portes, il y avait un panneau sortie avec une flèche indiquant les escaliers sur la gauche. Au bout du couloir, il y avait 2 hommes qui se disputaient. L'un d'eux disait qu'il fallait suivre la flèche et descendre les escaliers parce que c'est ce qu'indiquait la flèche. Alors que l'autre disait qu'il s'était déjà retrouvé dans cette situation lors de l'attentat de 93 et qu'il fallait aller par là. Et cet escalier mène directement à la rue. Si vous suivez la flèche, vous allez traverser le bâtiment dans l'autre sens. Prenons les escaliers qui mènent à la rue. Ils n'arrêtaient pas. Finalement, le premier a dit « Je suis la flèche. Faites comme vous voulez. » Alors, bonne chance. Bonne chance aussi. Alors, quand tous mes collègues sont arrivés à ma hauteur, j'ai décidé de suivre le type qui avait déjà fait ça. On va par là. Je repense souvent à ce fameux choix entre la porte A et la porte B. Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais choisi la porte A, alors que je sais ce qui s'est passé quand j'ai choisi la porte B. Pendant ce temps, Rick a perdu le reste de son groupe. Il est seul et il a peur. Grâce à Dieu, je suis tombé sur des gens qui faisaient une file indienne. Quand les gens se suivent en file indienne, ils mettent en général les mains sur les épaules de la personne devant eux et se tiennent à une distance raisonnable. Mais là, je m'accrochais si fort aux épaules de ce type que j'avais l'impression que j'allais le casser en 2. Les gens étaient terrifiés à l'idée de se perdre. Mais se perdre est maintenant le cadet des soucis de Rick, car le groupe est obligé de passer devant un câble à haute tension pour évacuer. Le câble se tortillait au-dessus de nous. Il faisait des étincelles, des flammes. On était en train de marcher dans une flaque d'eau. J'avais très peur que ce câble touche le sol alors que nous étions en train de marcher dans cette flaque.
Des dizaines de personnes seraient mortes. J'étais persuadé que j'allais mourir. Je regardais par-dessus mon épaule, et ce serpent, ce câble, fouettait toujours l'air. Mais il n'a jamais touché le sol. Découragés par la fumée et les flammes au 91e étage de la tour nord, les agents de l'autorité portuaire Frank DeMartini et Pablo Ortiz descendent enfin. Mais pas par le chemin le plus court. Tout en descendant, ils inspectent le bâtiment étage par étage pour sauver encore quelques vies. Y a quelqu'un ici? Y a quelqu'un ici? Quand l'avion s'est écrasé, Lou Leschi se trouvait au 86e étage de la tour nord pour un séminaire d'entreprise. C'était surréaliste. On aurait dit une toile de Dali. J'étais assis à ce bureau. On ne comprenait pas ce qui se passait. La fumée commençait à pénétrer dans le bureau sous la porte. On était inquiets parce qu'on ne pouvait pas sortir. Dépassés par les événements, Lou et ses collègues n'ont pas d'autre choix que d'attendre les secours. On ne savait pas quoi faire. Et alors quelqu'un a ouvert la porte et on a entendu ces mots merveilleux. « Il y a quelqu'un ici ?»« Il y a quelqu'un ici ?»« Eh oh !»« Par ici !»« On arrive. Tout va bien, on est là. » En escortant Lou et ses collègues jusqu'aux escaliers, Frank et Pablo ont sauvé 6 personnes de plus. Nous n'étions que 6. Ils auraient pu passer à côté de nous sans nous voir. Personne ne criait. Et nous avions de la fumée jusqu'à la taille. Mais c'étaient des professionnels de l'autorité portuaire. Ils ont eu du cran. Leur travail, c'était de monter, pas de descendre. Le fait de s'aider les uns les autres nous a donné du courage. Plus tard, certaines personnes m'ont dit « j'y étais » et j'ai aidé des gens. Et ce n'était pas pour se vanter, mais pour exprimer ce sentiment d'appartenance. Ils en étaient fiers. Oui, il faut le dire. Cet endroit, ce jour, a changé nos vies. Une fois que Lou et ses collègues sont évacués, il ne reste plus grand monde à sauver. Mais il reste un homme en détresse. Tony Savas, inspecteur en bâtiment, est bloqué dans un ascenseur depuis 30 interminables minutes. Il y a quelqu'un ? Il est 9h16. 72 minutes avant l'effondrement de la tour nord. Les employés du World Trade Center sont en train d'en sortir. Au Sky Lobby de la tour nord, 78 étages plus haut, Tony Savas est bloqué dans un ascenseur depuis le crash de l'avion. Des centaines de personnes sont passées devant l'ascenseur alors qu'elles évacuaient l'étage. Et beaucoup ont tenté de l'aider. Parmi eux, il y a le banquier Keith Merolls, qui se trouvait au Sky Lobby pour prendre un ascenseur jusqu'au 100e étage quand l'avion s'est écrasé. J'avais failli entrer dans l'ascenseur, mais il était plein aux 3/4. Alors j'ai renoncé et j'ai décidé d'attendre le prochain. L'avion s'est écrasé quelques secondes plus tard. Il y avait de la fumée partout et des débris par terre.
Tout le monde hurlait, c'était la panique. Un homme et moi-même avons entendu taper derrière la porte d'un ascenseur. Il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Avec ce monsieur, on a alors tenté d'ouvrir les portes. On a réussi à les ouvrir de 10 cm environ. On pouvait voir Tony de l'autre côté, mais on n'arrivait pas à ouvrir suffisamment les portes. On a essayé quelques minutes, et puis on lui a dit qu'on n'arrivait pas à ouvrir les portes et qu'on allait lui envoyer quelqu'un. Non! Désolé. Ensuite, j'ai culpabilisé. Je me suis dit que j'aurais dû en faire plus. Après 10 minutes au 78e étage, je suis parti. Le prochain qui tentera de venir en aide à Tony Savas est Greg Trapp, un agent de sécurité à mi-temps. Le 11 septembre, il travaillait au Sky Lobby. Je suis au 78e étage, je suis en train de demander aux gens de descendre par les escaliers, et là j'entends un homme crier dans l'ascenseur. Il y a quelqu'un? Alors je dis, il y a quelqu'un qui est coincé dans l'ascenseur. On essaie d'ouvrir les portes. Elle commence à s'ouvrir, et je vois le type à l'intérieur. On commence à discuter, j'essaie de le rassurer. Il est dans tous ses états. On essaie de trouver un moyen d'ouvrir les portes, mais rien à faire, elles sont coincées. Et là, 2 types arrivent. C'est Frank DeMartini et Pablo Ortiz. Ils ont réussi à atteindre le Sky Lobby. Ils reconnaissent immédiatement l'homme coincé dans l'ascenseur. C'est leur collègue Tony Savas. Vous voulez que je vous donne un coup de main? Allez, encore une fois. Là où d'autres ont renoncé, Frank et Pablo, eux, ne baissent pas les bras. Voilà. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Et voilà. Voilà. Sortez-le de là. Merci. Merci, les gars. C'est le soulagement. Mais Frank, avec son œil d'architecte, remarque quelque chose. Quelque chose de très inquiétant. Il saisit immédiatement sa radio. Les ascenseurs express menacent de s'écrouler. C'est Alan Rees qui reçoit le message. Alan était le patron de Frank et Pablo, le responsable du World Trade Center. Il est aujourd'hui en charge de la reconstruction. À la radio, c'était la panique. Les gens criaient « au secours ». Et puis Frank a diffusé un message dans les haut-parleurs via la fréquence Zulu pour dire de ne pas s'approcher des ascenseurs. Il disait qu'il risquait de tomber. Il n'expliquait pas pourquoi, mais il avait vu quelque chose en haut. Frank DeMartini est-il le premier à imaginer le pire? Les tours risquent-elles de s'effondrer? Cela fait 47 minutes que Frank et Pablo ont libéré Thomas Haddad du 89e étage où il était bloqué. La descente a été longue et épuisante. Mais il arrive enfin au rez-de-chaussée et s'apprête à sortir de la tour nord. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il s'apprête à voir dehors. On est sorti par une toute petite porte qui menait à la rue. Il y avait des débris en feu un peu partout. Et à ce moment-là, le temps s'est arrêté. Je ne voyais que des piles de trucs, des débris, des morceaux de bâtisse, des gros morceaux de je ne sais pas quoi. Je n'arrivais même pas à distinguer ce que c'était. Quand vous marchez dans la rue, vous n'imaginez pas voir un bras ou un morceau de torse humain par terre.
C'était surréaliste. Ça n'avait pas de sens pour moi. Alors, je me suis arrêté. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu des bruits de verre. C'était les vitres du bâtiment numéro 2 qui s'effondraient. J'ai cru que le bâtiment allait nous tomber dessus. Et j'ai crié « Courez !» Il est 9h59. La tour sud a été touchée en deuxième, et pourtant, elle est la première à s'écrouler. Dans la tour nord, Rick Bryan continue de descendre les escaliers. On marchait depuis tellement longtemps, une éternité. Je suis en train de compter les marches que je descends, je lève les yeux et je vois que je suis au 11e étage. Et tout à coup, on entend un énorme grondement. Et simultanément, des débris noirs ont commencé à tomber et de la fumée brûlante a envahi la cage d'escalier. On s'y est tous retrouvés engloutis. J'ai couru aussi vite que j'ai pu dans la rue. Et là, je me suis dit, ça va me tomber dessus. Le nuage de débris est arrivé jusqu'à moi. C'était comme si je percutais un mur de béton. Je n'y voyais plus rien. C'était un bruit tellement sourd qu'on aurait pu croire qu'il régnait un silence de mort. Il y avait tant de bruit que je n'entendais rien. Après avoir descendu 89 étages et survécu à un incendie, c'était la fin. J'étais fichu. Et j'ai crié, aussi fort que j'ai pu. Je me suis assis par terre. Et je me suis dit, ça y est, laisse-toi faire. C'est bon. Prisonnier du nuage de fumée libéré après l'effondrement de la tour sud et séparé de ses collègues, Thomas a perdu le goût de vivre. Mais il se souvient d'une discussion qu'il a eue avec sa femme. Son père est mort lorsqu'elle avait 15 ans. Ma femme et sa famille ont été dévastées par cette perte. C'était quelques jours après l'anniversaire de sa mort et elle m'a dit « Peu importe ce qui arrive, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. » Et je lui en ai fait la promesse. Je lui ai promis que ça n'arriverait pas, que je n'allais pas mourir jeune. Je me suis rappelé de cette discussion et je me suis relevé. Je me suis dit que j'avais fait une promesse et que je ne pouvais pas abandonner. Alors j'ai mis ma chemise sur la tête, puisqu'on n'y voyait rien de toute façon. Et j'ai tenté de me souvenir à quoi ressemblait la rue avant de ne plus pouvoir la voir. Il y avait le trottoir, et puis, plus loin, un immeuble. Je pourrais peut-être y entrer. Alors j'ai commencé à avancer les mains tendues devant moi et ma chemise sur la tête. Je suis monté sur le trottoir et je suis entré dans l'immeuble. J'ai poussé la porte et je suis entré. Je me suis retrouvé dans le hall d'entrée avec environ 1000 autres personnes.
Des gens criaient, d'autres hurlaient, car ils étaient bouleversés. Et j'ai fondu en larmes. Une femme s'est approchée, c'était un officier de police. Elle s'est assise à côté de moi et m'a demandé pourquoi je pleurais. Et j'ai répondu, ils sont tous morts. On a descendu 89 étages et ils sont tous morts. Elle a répondu, ça va aller. Vous êtes en état de choc post-traumatique. Alors je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, post-traumatique, vous croyez ? Voilà 77 interminables minutes que Rick Bryan se trouve dans la tour nord. Il lui reste 11 étages à descendre. Après l'écroulement de la tour sud, et quand la cage d'escalier a été envahie par la fumée, on est resté coincé là plusieurs minutes. On ne pouvait plus bouger. Personne ne savait ce qui s'était passé. Personne ne disait quoi que ce soit. Parfois, un pompier nous aveuglait avec sa lampe torche. Alors, on a continué à descendre les escaliers depuis le 11e étage. On descendait les marches plus vite. Je me suis senti très soulagé quand je suis enfin arrivé au premier, puis au rez-de-chaussée. Je suis arrivé sur le trottoir. Je ne pouvais pas imaginer ce qui avait pu détruire aussi facilement les camions de pompiers. Les ambulances étaient écrabouillées, les voitures de police aussi. Tout autour de moi, il n'y avait que des morceaux de béton et d'acier, des débris, du verre et des cendres. Partout. On aurait dit Hiroshima après l'explosion de la bombe atomique. Ça ressemblait à ça. J'ai vu un pompier en face du World Trade Center. J'ai essayé de lui parler, mais je bégayais. Je n'arrivais plus à parler, j'étais sous le choc. Et j'ai dit au pompier, il y a un cadavre là. Et là, il s'est tourné vers moi et m'a regardé comme si j'étais complètement cinglé. Et il m'a répondu « Avancez » ou quelque chose de ce genre. Mais il me regardait bizarrement. Je savais qu'il y avait quelque chose. Alors, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu qu'il y avait des cadavres partout. Presque toutes les personnes secourues par Frank DeMartini et Pablo Ortiz dans les étages les plus élevés ont réussi à sortir, sauf 2. Judith Reese, la secrétaire de Frank, est en difficulté. Son asthme l'a ralenti considérablement. Un de ses collègues du 89e étage, Jeffrey Gertler, refuse de l'abandonner. Avec Judith, on était en train de descendre les marches. On devait être vers le 12e étage. Son chemisier était trempé, elle transpirait beaucoup. Et tout à coup, elle a été prise de panique et elle m'a dit « On va mourir. On va mourir. Je suis trop lente. » Je lui ai répondu que ce n'était pas parce que nous étions les seuls dans la cage d'escalier que nous allions mourir. Je suis désolé. Et tout à coup, 5 pompiers en uniforme sont arrivés d'au-dessus. Ils ont vu Judith assise sur les marches et moi qui essayais de la rassurer. Et ils m'ont dit, on va la porter jusqu'en bas. Et là, j'ai dit à Judith, Judith, ne vous inquiétez pas, je reste à côté de vous.
On arrivera au rez-de-chaussée ensemble. Le pompier qui dirigeait les opérations s'est alors approché de moi et m'a dit « Vous ne comprenez pas, l'immeuble va s'écrouler. Si vous ne descendez pas très vite, je vais vous y forcer. » Nicole, la femme de Frank, a réussi à sortir du World Trade Center. Elle est dans la foule qui se dirige vers le nord de la ville. Je ne pouvais pas regarder derrière moi. Après ça, je ne pouvais pas. J'entendais les gens autour de moi qui criaient « Oh mon Dieu, regardez! Regardez ce qui s'est passé !» Les gens se retournaient pour regarder, mais je ne pouvais pas. J'ai continué à avancer. Je ne pouvais pas regarder. La deuxième tour du World Trade Center vient de s'écrouler. Nous le voyons par la fenêtre. C'est incroyable. Les personnes de la rédaction pleurent et se serrent dans les bras. Quelle vision d'horreur. J'en tremble. C'est horrible. 2752 personnes sont mortes lors de l'attentat du World Trade Center. Parmi elles, Frank DeMartini et Pablo Ortiz. Les circonstances de la mort de Frank et Pablo restent un mystère. On n'a jamais retrouvé leur corps. Je savais que Frank ne s'en était pas sorti, mais je refusais de l'admettre. À ce moment-là, je sentais qu'il ne s'en était pas sorti. On ne l'a pas pleuré parce qu'on était dans le déni. On n'arrivait pas à croire qu'il était mort. Ce n'est que des semaines plus tard que nous avons découvert tout ce que Frank avait fait. J'étais surprise quand j'ai su combien de personnes il avait sauvées en si peu de temps. C'est merveilleux qu'il ait sauvé autant de vies. Mais il n'a pas sauvé sa peau. Et c'est ce qui comptait pour moi. Nous sommes liés, car ils l'ont connu dans les derniers moments de sa vie. Et je crois qu'il y a un peu de Pablo qui vit en chacun d'eux. Alors mes enfants ont perdu leur père, mais on a trouvé une famille. Frank et Pablo ont sauvé 77 personnes le 11 septembre. Je me souviens de leur visage, comme si c'était hier. La première fois que j'ai vu une photo de Frank, j'étais bouleversé. J'étais complètement bouleversé. C'était l'homme qui m'avait sauvé la vie. Mais d'autres ne s'en sont pas sortis. Le corps de Tony Savas, le dernier homme que Frank et Pablo ont sauvé et qui était coincé dans l'ascenseur au 78e étage, a été découvert dans le hall d'entrée au rez-de-chaussée, à quelques mètres de la sortie. La secrétaire de Frank, Judith Reese, a aussi péri quand la tour s'est effondrée. Et papa t'a dit de ne pas t'en faire et que ça ne ferait pas peur. Regarde ta tête. Combien d'enfants peuvent dire que leur père a sauvé des vies?
Il leur a donné de quoi être heureux, de quoi être fier. Et j'en suis heureuse et fière à mon tour. Bien sûr que je suis fière de lui. Je suis très fière de lui, de ce qu'il a fait. Mais je suis aussi triste et en colère. Mais Frank et Pablo n'ont pas uniquement inspiré ceux qu'ils ont sauvés physiquement du danger. Leur comportement a encouragé ceux qu'ils avaient secourus Mike McQuaid et Anthony Vangeli ont secouru 6 hommes coincés dans un ascenseur au 50e étage. Tout en descendant, Patricia Cullen a utilisé son passe pour ouvrir toutes les portes et vérifier les étages. Abdel El-Gendi a aidé cet homme, Sam Sharma, à descendre les escaliers. Ron Scott a rassuré les gens en leur chantant des chansons. Doreen Smith et Jerry Gator sont restés auprès d'Hélène Duke, la secrétaire grièvement brûlée qui travaillait avec Frank, jusqu'à la sortie. Hélène est sortie de l'hôpital après 4 mois de traitement. Personne n'arrive à voir le côté positif, mais nous si, parce que chacun a aidé son voisin. Personne ne poussait dans les escaliers. Les gens se révèlent dans les pires situations, et je crois que c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Si la situation venait à se présenter, si j'avais l'occasion de donner ma vie pour sauver celle des autres, je le ferais. On m'a sauvé la vie. J'en ferai de même.